Bah j'aimerais pas être le jury avec la journée qui vient de passer. Putain. Bonjour et bienvenue dans le jour 6 de la review du festival de Deauville. En extérieur, parce qu'il fait bon, il fait chaud, il fait soleil, donc du coup on va en profiter. De toute façon, elle va pas durer longtemps celle-là, j'ai vraiment pas grand chose à dire sur les films qui sont passés aujourd'hui, c'était très bien. Enfin, je dis les films passés aujourd'hui, mais il reste une séance ce soir et voilà, je pense que ça va pas être au niveau. On va commencer par The Violent Earth, réalisé par Kerem Sanga, qui raconte l'histoire d'un homme qui a fait de la prison, etc., de 24 ans, qui va rencontrer une jeune demoiselle de 18 ans qui est encore au lycée au terminal, un homme qui a vécu un traumatisme durant son enfance, il a perdu sa sœur. Et il va se mettre en couple avec cette jeune femme et ils vont s'entraider juste au point d'avoir un destin qui leur semble presque inévitable. Oula, le soleil, j'espère que vous allez bien me voir. Je n'arrive pas à voir le retour d'ici. Alors The Violent Earth, avec juste une image avant le festival, a réussi à me chauffer. J'étais en mode d'accord, c'est un des films que j'attends le plus parce que rien que le speech, l'image, etc., ça me tentait beaucoup. Et dès le début du film, j'ai été happé dans cette ambiance, dans cette romance, dans cette histoire. J'ai direct été attaché à l'un des personnages dès qu'on le découvre et l'autre dès qu'on la découvre aussi. Et ce, avec beaucoup de facilité. C'est un film rempli de tendresse, rempli de douceur. C'est une romance comme je me suis attaché très rarement. C'est en même temps une histoire un peu d'enquête policière, thriller, de vengeance, qui m'a beaucoup plu aussi. Comme je vous dis, j'ai rien de folichon à dire, juste The Violent Earth, ça a été un choc, c'était mon choc de ce matin. Moi qui m'attendais à beaucoup, bah, j'ai eu beaucoup, et j'en ai même eu plus que ce que je m'y attendais. Alors c'est, je pense, pas un film qui va enthousiasmer tout le monde. Moi ça m'a beaucoup enthousiasmé parce que c'est une histoire qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire et l'histoire m'a beaucoup bouleversé. Voilà, j'en suis ressorti avec beaucoup de larmes, ce qui est assez compliqué quand on me connaît. Il faut vraiment que le sujet me tente et me prenne, me happe pour que vraiment je puisse sortir du moins une larme. Là, ça a été assez la chute. J'ai pas beaucoup mangé ce midi, je dois vous l'avouer. Les deux acteurs qui campent les deux rôles principaux sont juste fabuleux et la réalisation de Kerem Sanga arrive parfaitement à mettre en lumière, en image et en exergue sous tout le film. Enfin, pour moi, ça a été une petite claque, ma petite claque du matin, et je m'attendais à ne pas revivre ça dans la journée et même pendant tout le festival parce que c'est un de mes immenses coups de cœur, The Violent Earth. Et je m'attendais à pas me prendre une autre claque, et finalement je l'ai eu dans l'après-midi. Parce que je viens tout juste de ressortir de Lorelei, qui est le premier film de Sabrina Doyle, qui elle était présente par contre au festival, qui a réussi à se déplacer malgré les conditions sanitaires, et qui nous contait comme quoi c'était un film qui lui tenait beaucoup à cœur, un film avec une sirène et un motard, et j'ai fait oula. Qu'est-ce que ça va être? Parce que ça, par contre, j'en avais jamais entendu parler, j'avais pas lu le pitch avant de venir, etc. Ça me tentait pas trop, mis à part la présence dans un des deux rôles principaux de Jenna Malone, qui est une actrice beaucoup trop sous-cotée à Hollywood. Voilà, donner plus de rôles à Jenna Malone. Et du coup, c'est l'histoire de un motard et Jenna Malone qui vont vivre ce qu'ils n'ont pas pu vivre avant, parce que le personnage du motard qui est joué par, parce qu'il faut que je le dise, il est excellent dans son rôle, Pablo Schreiber, a fait 15 ans de tôle, alors qu'il sortait déjà à l'époque avec Jenna Malone, et là, après 15 ans, ils se retrouvent et ils se remettent ensemble, sauf que Jenna Malone a 3 enfants, et du coup, ça va être une sorte de rédemption de la part du motard qui a fait 15 ans de prison, une rédemption où il va essayer de mener une vie de famille, une vie qu'il n'a jamais pu vivre en prison. Oula, compliqué, hein, compliqué. C'était une histoire totalement fabuleuse, c'était merveilleux. C'est une histoire remplie de drame, tout en étant un feel-good absolument fantastique. Le côté sirène que parlait la réalisatrice avant de lancer le film est totalement compréhensible. C'est en même temps une allégorie, tout comme étant un profond film sur la réalité. Le truc qui m'impressionne le plus, c'est que c'est un film et un pitch qui aurait pu être changé en comédie américaine vraiment balourde, avec un motard qui a rien à foutre avec des gosses et que du coup il essaye de s'adapter à cette vie-là. Sauf que bah non, ça le prend de façon très réaliste, très crédible, et le tout avec beaucoup de sincérité.
beaucoup d'amour. Lorelai, c'est également une petite pépite de cette compétition du Festival de Deauville et même de l'entièreté de la programmation du festival. Tant ça respire l'envie de bien faire. Déjà, le film t'en met plein la gueule dans ses 3 premières minutes, dans son aspect graphique, parce qu'il y a des moments, le film va se lâcher au niveau de la photographie, au niveau de ses cadres, au niveau de ses plans. Le début où il sort de prison, etc., j'ai trouvé tous les plans absolument magnifiques. Il y a des purs moments de rêverie aussi dans le film où les personnages vont se mettre à rêver d'une envie, d'un sentiment passé. Et ces moments-là aussi sont d'une splendeur absolument terrifiante parce que c'est quelque chose qu'on te fait croire et qu'on te fait penser comme irréalisable parce que bah, les gens, la famille est dans une situation très précaire. Enfin bref, je j'ai pas grand-chose à dire sur ces films-là. Je sais même pas pourquoi je vais commencer à tergiverser sur pourquoi j'ai aimé les films. Quand tu vois l'ovation que s'est pris Lorelai post-séance, bah ça vaut toutes les étoiles du monde. Voilà, c'était deux films absolument fantastiques qui vont forcément, je pense, rentrer dans mon top de fin d'année et que je vais recommander, je pense, toute l'année, que ce soit 2020 ou 2021, à tout le monde si ça sort au cinéma, si ça sort sur un streaming, j'en sais rien, mais il faut que ça sorte. Il faut qu'un maximum de gens se déplacent, vont voir ces films, ces 2 films que je viens de citer, parce que c'est des films qui, moi, m'ont bouleversé. Je vais essayer de m'en remettre correctement. Mais cette journée commence très bien, elle va se terminer ce soir avec Résistance. Bon allez, on va parler de Résistance et moi de mon côté là je vais essayer de m'en remettre parce que c'est assez compliqué. Voilà, vous comprenez pourquoi les lunettes de soleil, c'est pas que à cause du soleil. Et me voilà pour parler de Résistance et finalement c'était pas un si mauvais moment. Qui est en partie dû, et même en très large partie dû à Jesse Eisenberg qui est un acteur phénoménal. Je vais pas vous faire l'historique, c'est qui réalise machin parce qu'en vrai la réalisation est très pauvre. On a quelques plans sympas avec un grand angle, etc. quand ils font le tour de Jesse Eisenberg et le personnage quand il est un peu perturbé et perdu. On a quelques moments de tension qui sont plutôt agréables. Mais sinon, le film se repose beaucoup plus sur son personnage principal qui est Marcel Marceau. Parce que sinon, le film ne vivrait pas. Sans Jesse Eisenberg. Parce que Jesse Eisenberg qui fait des mimes, Jesse Eisenberg qui imite Adolf Hitler, Jesse Eisenberg qui chante, qui danse, qui rit, qui pleure. Bah, personnellement, moi ça me fascine. Foutez-moi un film où Jesse Eisenberg mange un cornichon pendant 2 heures, bah, je serais quand même fasciné. Il sauve le film, il est là presque dans tous les plans. Enfin, quand il n'est pas là, on se fait chier, et quand il est là, on est emballé, on est vraiment à fond dedans. C'est pas un film qui va vraiment vous raconter une histoire vraie, même si je pense qu'il y a des éléments vrais dedans, mais qui sont beaucoup trop romancés, j'ai l'impression, ou du moins c'est les gimmicks de réalisation qui sont beaucoup trop poussés et poussifs. Sinon, dans le film, on a une scène de tension dans un train qui dure un quart d'heure, qui est vraiment bien foutue, parce qu'on est vraiment en empathie avec les personnages, parce qu'on a appris justement à les connaître pendant 1h30 de film. On a le final qui est un petit peu loupé, je trouve, la façon dont ils s'en sortent, etc. Surtout la scène dans les arbres, enfin, ils ont 50 000 arbres dans la forêt et ils vont s'attarder que dans celui où il y a tout le monde qui est caché, tu vois, et c'est le genre de truc qui, moi, m'énerve un petit peu, parce que ils vont vraiment regarder que cet arbre-là et ils vont se dire, ah bah tiens, il n'y a personne, on va se barrer. Pour moi, c'est le genre de truc qui m'insupporte. Ce que je trouve aussi totalement débile dans le film, c'est que ça se passe dans la résistance française et bah, personne ne parle français. Même les acteurs français ne savent même pas foutre un mot en français, ils sont obligés de parler en anglais pour essayer de suivre une sorte de cohérence. Alors j'essaie de vous retrouver l'acteur, parce qu'il y a un acteur qui joue Klaus Barbie. Alors c'est Matthias Weisgerhofer qui joue le personnage de Klaus Barbie. Alors lui, par contre, l'acteur m'a vraiment beaucoup emballé. Je trouve que tous les moments où il incarne Klaus Barbie et dans le film sont vraiment pertinents, percutants et il joue très très bien. À chaque fois qu'il est là, tu sais jamais comment il va réagir et c'est plutôt bien interprété. Sinon, il y a Clémence Poésy et Félix Moati aussi dans le film qui sont intéressants, qui ont des personnages plutôt creusés et plutôt bien profonds. Mais leur interprétation est vraiment assez oubliable et c'est un peu dommage. Ils sont assez effacés. Il y a Ed Harris qui passe une tête, mais bon, il n'est pas très important non plus. Enfin, c'est un film, un drame biopic historique, beaucoup plus fast-food que historique. C'est-à-dire que c'est divertissant, tu passes un bon moment, c'est pas désagréable pour un sou, mais tu vas pas apprendre grand-chose et c'est pas le genre de film que tu peux citer dans une dissertation d'histoire, quoi. Et c'est ce qui est un petit peu dommage, mais ce qui en même temps m'a permis de pas trop me faire chier pendant ces 2 heures de film.
Bon, le film dure 2 heures, tu peux facilement retirer 20 minutes pour que le propos paraisse un peu plus intéressant et pour que le film passe un peu mieux, parce que c'est vrai qu'il y a 20 minutes dans le film où il y a un petit peu un ventre mou et où tu sens que le propos n'est pas assez intéressant. Bref, c'était Résistance. Je suis pas forcément fatigué, j'ai juste envie de passer à autre chose et c'est pas un film que je vais retenir. Mais Jesse Eisenberg, quoi. Cet acteur est phénoménal. Le mec, il peut faire n'importe quoi, je vais être intéressé et je vais être fasciné par ce qu'il est en train de faire. Là, il joue un mime. Tous les moments où il fait le mime, moi personnellement j'étais fasciné, j'étais comme les gamins dans le film, quoi. Voilà, donc Résistance au cinéma, bah, pourquoi pas, mais bon, c'est plus un divertissement que une dissertation historique sur les faits d'un héros de la résistance. What's the best way to resist? It's not to kill them. It's to survive. Sur ce, on se retrouve demain pour parler de films. Je sais pas ce que je vais aller voir demain, je sais pas, j'ai pas consulté mon programme avant, mais exclusivité, je vais vous le faire en live. Alors demain, il y a Sophie Jones, The Nest et Des Hommes. Donc 3 films demain. Ça va être comme aujourd'hui, ça va être plutôt posé. Sur ce, de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, comme le dirait Zaz, et à demain. Bisous.